Merci Sylvie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Jérôme. Et bonsoir Héloïse. Alors voilà, nous voici réunis aujourd'hui pour cette visioconférence sur l'invitation d'Arthaïs et de Sylvie, que nous remercions tous les deux pour, euh, pour cette opportunité de parler ensemble et avec vous du travail de Jérôme. Euh, donc, Jérôme qui se trouve actuellement à Tours, Dans ma chambre d'hôtel au fond, à la belle tapisserie fleurie, voilà. car il est actuellement en, on peut dire en résidence, enfin en workshop pour l'école des beaux-arts de Tours, me semble-t-il. Voilà. Alors, je vais commencer par introduire la discussion de ce soir et me présenter. Donc, moi, je suis Héloïse Lauraire et voilà, je suis aux côtés de Jérôme ce soir en tant qu'historienne de l'art. Je connais Jérôme depuis maintenant une dizaine d'années. Je fais son travail. J'ai travaillé avec lui aussi dans différentes circonstances pour des projets artistiques, des expositions. Et en tant qu'historienne de l'art, son travail retient mon attention parce que Jérôme réinvestit à la fois l'héritage de l'art conceptuel et minimal, mais dans ses projets, il construit et questionne aussi des objets, des formes, des projets qui permettent aux spectateurs de son travail de se confronter, voire de participer à des situations existentielles peu banales. Voilà, alors déplacement, séparation, chute, effondrement, retournement, dépassement des contraintes traversent ces propositions. Et au cours de l'échange que nous allons mener tous les deux ce soir et avec vous, avec vos questions par la suite, nous aborderons sa pratique de la sculpture, mais aussi de la performance, ses projets d'architecture. Euh, et nous serons amenés à discuter de la manière dont il envisage l'expérience de l'intime et de l'altérité, mais aussi des dimensions sociales ou politiques de son travail. Alors, avec Jérôme, nous allons essayer d'explorer le plus possible dans le temps qui nous est imparti le caractère prismatique de son œuvre et de voir ensemble comment la bifurcation et l'articulation sont au cœur de ces projets, euh, de leur forme, mais aussi de leur élaboration. On a réfléchi à une sélection d'images qui représentent une partie, on va dire, conséquente déjà de son travail, mais on ne pourra pas tout montrer ce soir. Et on a retenu 5 thématiques ensemble pour suivre quelques-unes des lignes de force et des enjeux conceptuels qui traversent sa pratique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Jérôme? Non, 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 pas du tout. J'ai tout dit. Voilà. Alors, Peut-être que je passe au partage d'écran, du coup. voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, alors, hop, voilà. Alors, pour commencer, oui, on s'était dit qu'on allait peut-être revenir aux racines de l'œuvre, un petit peu, même si on n'a pas fait une sélection chronologique des projets, et parler un peu de l'intérêt pour le son et les phénomènes de la perception qui, dès le départ, ont nourri ton travail. Est-ce que tu peux Oui, nous en dire plus? oui, oui, bah, en fait, voilà, moi, il y a vraiment je suis ancré dans une tradition, en fait, qui vient, de conception, phénoménologique, on va dire, et où du coup, le corps et l'idée de la perception a été dans mon travail, au début de mon travail, très, très importante. Et donc du coup, on trouvait bien effectivement d'entrer dans mon travail par ce biais-là, par ces pièces qui sont en plus, ça tombe bien parce que,
Il y a une de ces pièces qui est donc Modular Réflexion 2 de 2009, qui est actuellement visible à l'Observatoire à Nice. Donc c'est la photo de ce grand cercle au sol fait de sorte de moulage de paraboles acoustiques en résine. Et donc il y a vraiment dans ces pièces une idée de la perception, de la diffusion, de la captation d'outils qui seraient comme des, comment dire, quelque chose qui amplifierait nos sens pour comme ça pouvoir affiner notre rapport au réel en fait, enfin aux sensations. Donc voilà, c'est un corpus de pièces qui s'appelle donc Modular Réflexion et qui est donc là c'est comme des sortes voilà, d'outils qui serviraient en fait à, même s'il n'y a pas d'efficience technologique réelle, ou en tout cas, en tout cas s'il y en a une, elle est infime, mais en tout cas qui rappelle comme ça, qui évoque fortement une position de perception d'adresse aussi à un corps qui se tiendrait soit au milieu, soit en périphérie. Voilà. D'accord. Et il me semble, enfin, quand on avait évoqué ensemble cet intérêt personnel pour le son, que une culture musicale aussi était à l'origine Oui, de ces pièces. voilà, parce qu'après, en fait, moi, je suis un peu issu d'une culture, voilà, de la musique, une culture alternative, et je me suis beaucoup intéressé aux musiques extrêmes, et notamment leur rapport spatial, c'est-à-dire sous le mode à la fois de l'amplification et de la saturation, et aussi la question de leur intentionnalité envers le spectateur. Et donc, cet intérêt pour cette culture musicale-là qui forme un peu mon background, donc amène à une autre série de pièces, une trilogie de vidéos qui s'appelle Parabole, autour de la figure du hurlement. Et du coup, donc voilà, comme une forme comme ça exacerbée, et en même temps, donc on va pas avoir le temps de montrer des extraits de toutes les vidéos, donc là, il y a que des screenshots. Mais la première vidéo de cette trilogie, c'est une vidéo très courte de 46 secondes, où c'est une sorte de tentative un peu vaine d'hurler plus fort qu'un train qui passe. Et donc, et la manière dont je la montre, elle est projetée, mais le son est au casque. Et donc, il y a un rapport comme ça entre le visuel qui est en fait le train qui passe, qui forme un truc assez abstrait, très cinéma expérimental. Et en fait, une fois qu'on a le son, on a la révélation comme ça de ce que c'est cet objet. La deuxième occurrence de cette série, c'est une vidéo muette où littéralement je hurle dans les oreilles jusqu'à épuisement. Et donc là, en fait, donc il y a vraiment une boucle en fait entre micro, table de mixage et casque. Et donc là, l'accès au phénomène sonore se fait en fait par les expressions de mon visage. Donc voilà. Il y a, et la troisième vidéo de cette trilogie, c'est une vidéo presque d'analyse physiologique de qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je émets le son. Je vais vous montrer des extraits. Mais donc c'est pourquoi je suis torse nu, parce qu'on voit toutes voilà, les muscles qui se tendent, etc., etc. Et là, il y a un effet de retournement où en fait, je mobilise dans mon corps tout ce que je mobilise quand je veux hurler, mais en retenant le son. Et du coup, tout ce qui est visuellement le plus sonore devient muet, et en fait, ce qui devient sonore, c'est les interstices, les moments de reprise de respiration ou les choses qui m'échappent. Voilà, par exemple. D'accord. Donc là, on est bien dans l'idée d'une performance, mais qui n'est pas, comment dire, présentée face au public. Elle est filmée et l'idée, c'était de produire des objets vidéo, en fait. Oui, oui, il n'était pas question que ce soit. Enfin, c'est pas du tout des performances filmées. C'est vraiment des pièces vidéo pensées en tant que telles. Et donc, D'accord. à chaque fois, justement, il n'y aurait pas vraiment de sens à les faire en public. Et du coup, voilà, parce que là, par exemple, il y a tout ce jeu de retournement, je veux dire, entre visuel et sonore Et d'enregistrement. et d'enregistrement, Oui, effectivement. d'enregistrement. Et ça, on verra que c'est quelque chose dont on retrouvera des échos dans d'autres pièces par la suite. Bah, voilà. Plus tard. Bah, par la suite,
bon, je vais pas mettre, la vidéo dure 11 minutes et je le fais justement, je tiens cette chose jusqu'à épuisement. Si vous voulez la voir en entier, elle est, je sais pas si elle est, enfin bon, vous pouvez me demander, puis je peux vous la montrer. Voilà, mais Alors, en fait, et oui. du coup, effectivement, ce système d'enregistrement et de mise intervient toujours avec, au début, l'usage de la voix, donc ce background lié au hurlement et à la culture musicale un peu. Est-ce que tu peux préciser, tu as parlé de musique extrême, qu'est-ce que... Oui, alors musique extrême, ça va du. Oui, quand j'entends musique extrême, je parle du métal, mais par exemple, ou du hardcore, mais aussi des musiques industrielles des années 70-80, comme des groupes comme Throbbing Gristle en Angleterre, ou Einstürzende-Neubauten en Allemagne. Et aussi ce qui va jusqu'à la musique bruitiste, noise, etc. Mais aussi, j'ai aussi un background de la musique expérimentale et de l'art sonore, en fait. Parce que tu es musicien par ailleurs. Je suis par ailleurs musicien, oui. Voilà. Il y a ça voilà, qu'on ne va pas forcément pouvoir Développé, oui, mais explorer et développer, mais c'est avec vrai. un intérêt assez porté sur la musique improvisée, mais voilà, on ne développera pas. Voilà. Donc, pour continuer, pour poursuivre, voilà, donc, ces objets vidéo et ces mises en scène de toi dans ces vidéos se prolongent aussi dans des performances, pour le coup, en public. Voilà. Donc, je vais vous montrer, hein, On ne va rien dire. on va rien dire et je vous passe un extrait. Alors voilà, je vais pas non plus on va pas la passer in extenso parce qu'elle dure une dizaine de minutes, mais donc le principe, c'est donc là toujours sur un format d'épuisement avec alors je parle beaucoup donc c'est une série qui s'appelle qui a débuté avant, mais depuis 2018 qui s'est on va dire protocolisée autour du titre Occurrence, avec à chaque fois, donc là c'est la première occurrence du coup avec ce titre-là qui était à la Villa Emery en 2018. Et qui du coup, qui à chaque fois active ce que j'appelle, ouais, des gestes vocaux. Et là donc bon, c'est le geste du hurlement que je tiens jusqu'à un épuisement. Et il y a aussi un jeu de lutherie électronique et de mise en boucle parce que en fait j'utilise une pédale de boucle qui fait qui en fait surajoute les couches de son les unes aux autres. Donc il y a un effet de feedback de Larsen qui entre en jeu, c'est-à-dire que eh ben, le micro recapte et rediffuse à la fois ce que diffusent les enceintes et ma propre voix. Et il y a un jeu comme ça, enfin il y a une tentative de toujours passer, de toujours que ma voix soit plus forte que ce qui est diffusé, mais en fait, c'est une sorte de fuite en avant impossible, puisque forcément, j'alimente la machine en hurlant plus fort, bah, le son va être plus fort, etc. etc. Et qui donc, c'est une espèce de fuite en avant qui débouche sur une sorte d'effondrement, quoi. D'accord. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette captation, c'est aussi le fait qu'on voit euh, la présentation de la pièce avec le public et les réactions du public qui sont entre le sursaut et le malaise, la curiosité après, et une sorte d'embarras aussi. On le voit bien dans la manière de se tenir à distance. Enfin, on sent que c'est difficile pour le public de savoir comment réagir. Est-ce que ça t'intéresse, ça, cette Oui, oui, mise en difficulté du spectateur? c'est une part fondamentale, en fait, ces performances-là, justement, c'est le rapport d'empathie qui peut se créer, en fait, justement, avec les spectateurs.
parce qu'effectivement, bon, outre les sursauts qui sont en général, parce que j'annonce jamais bonjour, je vais performer, machin, donc j'y vais. Et donc, effectivement, il y a souvent du sursaut, souvent aussi des sortes de rires amusés ou un peu gênés, enfin, ce rire qui essaye de dealer avec une qui essaye de dealer avec quelque chose dont il ne sait pas quoi faire vraiment. Mmh. Et, et qui va jusqu'à l'empathie, puisque comme je tiens la chose sérieusement et j'ai l'air un peu de souffrir quand même, bah voilà, il y a ce truc de jusqu'où il va arrêter, enfin jusqu'où il va aller, est-ce qu'il va. Voilà. Et, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental, le rapport au spectateur, mais qui est fondamental effectivement dans beaucoup de performances. Mais voilà, et au corps, donc à mon corps, à ce rapport empathique. Donc, cette pièce occurrence, du coup, ça me permet en fait aussi de contextualiser en fait les endroits, les espaces dans lesquels je vais le faire. Donc maintenant, j'ai un peu protocolisé la chose avec, suivant le contexte dans lequel on me propose de le faire. Mmh. Bah, j'en rajoute à chaque fois des slash et des sous-titres. D'accord, donc là, par exemple, à l'écran, on voit effectivement, Succession en 2019, Autophobie, en 2019, dans des contextes très différents, des lumières aussi très différentes, des moments différents d'exposition Mmh. et il me Oui. semble que, prochainement, il va y avoir une nouvelle occurrence, à l'Observatoire de Nice. Voilà, Heu, dans le cadre de la même expo où est présentée la première pièce, là, celle, d'accord, avec les paraboles en résine. Et ça sera le 1er octobre et c'est dans la coupole dessinée par Eiffel où il y aura tout un jeu, de rapport au message cosmique, on va dire, enfin, en tout cas, aux messagers cosmiques, qui sont, par exemple, les ondes gravitationnelles ou les ondes, électromagnétiques, enfin, j'en dis pas plus. donc enfin, l'architecture là, rentre, en compte dans la préparation L Ouais, de la l'architecture et le performance? contexte rentrent toujours en compte, dans la préparation de la performance. Par exemple, pour revenir sur, le occurrence Succession qui était, à Sciences Po. Alors attendez, ah zut. Hem, Succession, pourquoi? Parce que déjà c'était le thème du prix Sciences Po et qu'en fait je suis venu tous les jours de l'exposition activer la performance à 19h avec à chaque fois un geste vocal différent, emprunté à différentes, types de registres, on va dire. Et donc il y avait, genre cette idée de la série, de la variation aussi, qu'on retrouve pas mal dans mes boulots. Voilà. D'accord. Et donc là, effectivement, le public est un peu cueilli par la performance, n'est pas préparé. Il me semble qu'il y a une autre, voilà, dans ce qu'on va voir maintenant, il y a une autre chose qui t'intéresse, c'est le fait de séparer, on va dire, le public, et le performeur, pour, concentrer l'attention sur, différentes, sensations, sur, différentes perceptions. Oui, là, c'était un projet donc qui était dans le cadre d'une expo, perso que j'avais à l'espace de l'Art Concret à Montsartou et il était aussi très contextuel puisque, l'espace du château à l'espace de l'Art Concret, c'est vraiment quelque chose en V où il y a deux salles, à équidistance qui sont vraiment à l'opposé l'une et l'autre de l'espace d'exposition et donc c'était 2 sculptures qui étaient, au là, autonomes et en même temps activées par une série de performances. Donc un dispositif qui était une scène pour un soliste et un dispositif d'écoute pour un seul spectateur et donc je venais, suivant un calendrier qui avait été prédéfini, acter une performance qui était plus de l'ordre de l'improvisation avec de la lutherie électronique et cetera, mais qui était diffusée en direct dans le dispositif et à l'intention d'un seul spectateur. Voilà. D'accord, à l'intention d'un seul spectateur, c'est-à-dire que celui qu'on voit en l'occurrence, ou celle qu'on voit allongée, sur, la sculpture, qui nous évoque bien un lit là et Mmh. avec des petites enceintes. Mais le public avait aussi accès à, comment dire? Une autre partie du public qui pouvait se déplacer d'un espace à l'autre ou? Oui, oui, mais en fait, c'était dans les heures d'ouverture de l'expo, donc en fait, il y avait plusieurs modes effectivement
de C'est-à-dire que, réflexion. voilà, soit, la personne qui pouvait écouter ce que j'étais en train de faire, ne pouvait pas me voir et les personnes qui déambulaient dans l'expo et me voyaient, hem, bah, n'avaient qu'une partie de ce que je faisais, c'est-à-dire, tout le jeu avec l'électronique était squeezé, ils m'avaient qu'à cappella, quoi. Et donc il y a toujours un jeu de frustration et de quelque chose qui échappe, quelque chose qui est en train d'échapper, Il y avait aussi les rumeurs de ce que je faisais qui circulaient dans les salles d'expo qui faisaient comme des appels et qui m'intéressaient aussi pas mal. D'accord. Donc c'est, là, on voit effectivement que les objets étaient présentés comme des dispositifs, comme des sculptures et donc ça, on va le voir maintenant, des sculptures praticables, c'est aussi un des pans de ta production. Donc Ouais, là, on a étude de chute, numéro 1, voilà. 2017. Alors on voit, que c'est une collaboration avec, Michaël Alibert. Est-ce que tu peux, Oui, peut-être alors, un peu nous parler de Michaël voilà, Alibert? depuis 2015, je collabore, régulièrement, avec un chorégraphe qui est donc, Michael Alibert, sur des pièces qui sont à mi-chemin comme ça, en tout cas écrites à 4 mains entre, danse, sculpture, installation et cetera. Donc là, c'est un projet qu'on a co-conçu autour d'une sculpture qui est activée, une sculpture qui comme ça paraît, assez formelle et une sorte de modernisme comme ça post-minimal, et en fait qui est tout à fait, vient d'être activée par des performeurs qui s'inscrivent dedans et qui s'inscrivent dans des positions en état de chute. Et en fait, on a dessiné en fait, les mâts sont de il y a un truc très logique en fait, à la construction de placement des mâts et la hauteur des mâts, c'est qu'on a reproduit, bah, à partir de photographies qu'on a récupérées, sur internet, des corps en train de chuter. Mmh. Et on a voulu reproduire les points d'appui exacts pour pouvoir, avoir cette sorte d'état de chute, de la sculpture. Hem, Alors, il me semble, que, une fois au cours d'une conversation, tu m'avais expliqué qu'il y avait pas de caractère dramatique, que là on n'était pas, par exemple, comme dans le travail de Robert Longo, en train de représenter, des gens qui tombaient, sous le coup de balles ou, qui étaient, voilà, en péril. Que c'était plutôt des photos que vous aviez recherchées sur internet, c'était plutôt des chutes, voilà, un peu absurdes, un peu drôles. ouais, et en fait, ce qui nous intéressait, c'était le rapport au corps qui se joue dans la chute, c'est-à-dire, que, bah, le corps, en fait, se démerde un peu comme il peut, pour se faire le moins mal possible et du coup, ça donne des poses complètement il y a une espèce d'improvisation du corps pour se réorganiser, dans la chute voilà et donc c'est ce rapport au corps-là qui nous intéressait et après bien entendu, le résultat donne effectivement des lectures, beaucoup plus potentiellement dramatiques. C'est sûr que l'idée de la chute, on a des images quasi, ça c'est très pictural, ça ramène presque à on a des images quasi christiques, enfin et cetera mais l'impulse de base était pas du tout, de rechercher de la dramatisation dans les images, voilà et après il y a un jeu d'improvisation avec ça. C'est-à-dire que, nous, à partir de l'élément de base, et des poses qu'on avait déterminées, bon, on va en trouver d'autres. C'est-à-dire que les premières poses que prennent les performeurs, qui sont des danseurs professionnels peut-être? Qui sont des danseurs professionnels, mais j'y suis aussi, Voilà. et voilà. Bah, enfin, des gens qui sont un peu entraînés quand même, on imagine. Oui, oui, là, on sent, oui, ouais. Parce que ça a pas l'air si simple. Les premières poses qu'ils prennent, en fait, sont, prédéterminées par, la hauteur des mâts, comme tu les appelles, des points d'appui Mmh et mh. ensuite, pour bien comprendre, donc, chacun, chaque performeur a la possibilité, de D'improviser avec ça. d'improviser, de proposer à son tour, voilà, une chute qui est pas forcément, écrite, enfin qui est Voilà. pas inspirée d'une photo. Donc c'était à partir de voilà, à partir de cette forme-là qui a été écrite par un système, comment on converse avec ce système-là. Et combien de temps, voilà, combien de temps, durent ces performances, Là, 45 minutes environ. C'est un jeu d'inscription et de désinscription, mais et il y a aussi la possibilité enfin, on a eu des occurrences où on laissait la possibilité aux spectateurs de se saisir, enfin aux visiteurs de venir essayer eux-mêmes, il y a pas de enfin voilà, il y avait pas cette idée de sacraliser la sculpture comme objet d'art, auquel on touche pas.
Oui, il y a quand même, on retrouve encore une fois l'idée d'effort et d'endurance dans ces postures et dans ces formes Mmh. qui les provoquent. Alors là, on va, on va découvrir un autre travail qui, qui prolonge d'une certaine manière étude de chute, puisque c'est aussi la danse qui va venir s'inscrire, on va le voir après dans Mmh d'autres mh. images avec ces sculptures. Donc modèle à conversation, Camille. Donc c'est Voilà, Camille sous 2 angles différents là qu'on voit, c'est c'est la ça, sculpture c'est Camille sous Camille? 2 angles différents. Donc en fait, c'est une série de sculptures manipulables, Oui. laissées à libre disposition des visiteurs et d'ailleurs, là, on a quelques images, au MAMAC à Nice et donc c'est bien spécifié sur le cartel que ces pièces sont faites pour être touchées et la conversation, tout manipulée, en fait et c'est là, le conversation du titre vient de là. C'est vraiment moi, l'idée, c'est comment, prêter attention à son corps et cet objet et des particularités aussi de chacune d'elles, parce qu'elles sont toutes construites selon le même schéma, on va dire, mais elles diffèrent en taille et en finition et donc le prénom, c'était vraiment pour appuyer cette, déjà c'est un peu une boutade aussi, c'est comme on peut, je leur ai donné des prénoms comme on peut donner des prénoms à des tornades, mais en réalité, c'était aussi pour pointer une sorte de particularité de chacune d'elles, en fait, hem, Les nommer, les nommer. les Voilà. nommer, les distinguer et effectivement, donc là, on en voit 2 au MAMAC, donc est-ce que c'est évident pour le spectateur comme ça de Non, non, quand non, c'est il pas contemple si cette évident. œuvre? Mais il y a toujours ce moment puisque forcément ça vient un peu en plus dans des pièces de collection permanente, avec des œuvres, assez historiques où justement il faut surtout pas toucher et cetera. Mais du coup, ça crée un rapport assez particulier et donc là, il y avait un cartel qui explicitait qu'on pouvait y aller et que les gardiens de salle étaient au courant et encourageaient éventuellement, à le faire et cetera. Et du coup, moi, j'aime bien aussi l'idée de de laisser à disposition, enfin de potentiellement de pouvoir revenir et que la sculpture ait changé de forme et de place même presque. D'accord. Et donc là, on voit ces sculptures, activées par des performeurs, donc ça vient s'inscrire aussi dans une collaboration toujours avec le chorégraphe et donc ils sont à la fois laissés à libre disposition, du spectateur et par moments activés sur un temps très long, par des performeurs qui sont dans une sorte de réalité de recherche, autour de ces pièces-là, autour de leur corps et de ces sculptures. Donc il n'y a pas non plus dans ces performances-là quelque chose où on ne va pas, convier du public, mais les performeurs et les sculptures sont là comme des pièces, de la collection du musée, par exemple, là, c'est toujours au MAMAC, qu'on peut voir au détour d'une salle et cetera. Donc là, on voit des images en fait d'un temps de recherche. C'est-à-dire que les performeurs sont en recherche de posture, de forme avec les sculptures et le Ouais, public, peut assister, quelque part à ce à temps ce de moment recherche. d'atelier. Voilà, voilà, c'est d'où le titre activité d'atelier et c'est vraiment ce truc de montrer un travail en cours, un travail en train de se faire comme la chose qu'on ne montre pas en général, en fait, comme un obscène, un hors de la scène, heu et brouiller justement les pistes de est-ce que un geste fait à l'atelier, c'est pas déjà une pièce en soi et cetera et cetera. Mmh. Et alors là, sur ces images, donc, on comprend effectivement que les performeurs, se sont dévêtus. Voilà. Ça est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, Alors c'est ou une, comment c'est ça comment ça se passe? Quelle est l'intention? c'est une possibilité qu'on laisse aux performeurs, mais qui est ouverte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire, et c'est suivant, leurs souhaits et c'était, un nu qui est très académique, en fait, parce que là, du coup, il y a une recherche de pose, heu, avec la sculpture et dans un rapport, très sculptural. En fait, là, ça rappelle vraiment, quelque chose de la statuaire, en fait. Oui, et les sculptures vraiment évoquent, des instruments de mesure pratiquement, Ouais et en comme fait, des appuis aussi qui permettraient de mieux les dessiner, de mesurer le corps, ouais. mesurer le corps, d'en faire des contrepoints et donc là, voilà, je vous ai mis exprès une vidéo de manipulation
Et effectivement, l'idée de l'anthropométrie comme quelque chose qui va définir une norme corporelle était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Et parce que justement, qu'est-ce que ça veut dire voilà, c'était quelque chose qui a été beaucoup fait, qui a toujours, en fait, qui n'est pas vraiment possible, cette histoire d'anthropométrie, de définir des mesures du corps. Et là, voilà, c'est comment converser, comment cet objet vient comment dire, transformer, mettre en crise, et etc. Et là, il y a toujours pour les personnes qui activent, les performeurs qui activent, la pièce, la, la possibilité, enfin, la possibilité ou même, la consigne de l'improvisation? C'est pas de l'improvisation, c'est vraiment un travail de recherche. Donc c'est, Mais heu, oui, une réalité de travail, d'atelier. Voilà. d'accord. Mais Qui ce que qui je ce qui que est je veux dire, c'est que hem, pour reformuler ma question, c'est pas écrit. c'est pas écrit, voilà, il y a pas de pause prévue. Non, non, c'est pas écrit. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était cette année à Marseille? C'était cette année à Marseille, et ça sera visible, ce projet-là, alors qui s'inclut dans un projet beaucoup plus vaste et un peu à tiroir qu'on n'aura pas le temps de développer ici. Oui, Ça s'appelle Ouverture, avec plusieurs modules comme ça et d'activation performée, et de toute cette idée de montrer le travail en cours. Et ça sera visible au festival Actoral à Marseille le 8 et 9 octobre prochain. d'accord. Donc là, on a vu effectivement, des sculptures, comment dire? Manipulables, que ce soit par des professionnels, ou par une invitation au public et donc la notion de déplacement des corps, du regard une autre facette, de ton travail, est comment dire? Se développe dans Il y a des objets des objets sculpturaux, voilà, mais et qui évoquent l'architecture aussi voilà, et des dessins. voilà, et se déploie sur forme de différentes échelles, on va dire, de l'échelle de l'étude, de la maquette jusqu'à l'échelle humaine, on va dire. Et il y a cette idée du mouvement, du déplacement, qui soit encouragé ou empêché, qui traverse comme ça aussi beaucoup de mes préoccupations. Et d'un point de vue aussi, ces questions voilà, de comment l'urbanisme, l'architecture conditionne les corps. Par exemple, là, le interstitiel de cette série qui s'appelle Croisement interstitiel Mmh. est vraiment issu d'un texte d'un sociologue de l'espace qui s'appelle Abraham Moles, où il parle de différents types de liberté jusqu'à la liberté interstitielle, où en fait les blocs de loi sont tellement serrés que, grosso modo, tout ce qui n'est pas interdit devient obligatoire. Et donc, cette série-là s'inspire un peu de ça, mais d'autres séries comme les structures déambulatoires, où là c'est vraiment le mouvement et le déplacement qui m'intéresse. C'est des sculptures qui veulent induire un déplacement particulier, tout en une espèce de truc qui paraît comme ça autoritaire, mais en fait, qui ne l'est pas tant que ça, parce qu'en même temps, c'est très ouvert sur l'extérieur, et rien n'empêche en fait, vraiment de passer sous les barreaux et de me contredire finalement. Mmh. Et donc, bon, bah, il y a aussi ce truc qui m'intéresse beaucoup, c'est, de provoquer des situations où on peut, ce qui est un peu la même chose avec les modèles à conversation et les sculptures manipulables. C'est comment on va gérer des situations particulières et potentiellement trouver, sa forme de liberté, ou de façon de gérer, voilà, ces situations-là. Il y a vraiment cette idée de performativité, on va dire. Donc voilà, cette série, voilà, et encore une fois, cette idée de différentes échelles, de la maquette, voire les maquettes de projets qui seront quasi impossibles à réaliser, parce que là, par exemple, sur la structure déambulatoire 5, la déambulation se passerait en sous-sol. Il y a aussi un travail d'étude, un Mmh. travail de dessin, Mmh. sur les études de ces projets-là, et voilà, par exemple, là, c'est une série
de dessins, de projets sculpturaux qui seraient qui induiraient un déplacement entre le sous-sol et le hors-sol dans un espèce de mouvement continu, comme ça, entre quelque chose d'enterré et quelque chose qui s'élève. Et là, pour le coup, il y a aussi un vrai travail de ça, parce qu'il y a toute une partie donc, du graphite qui reflète. Enfin voilà. Et là, donc, ces projets d'architecture, donc, on a le sentiment que certains relèvent d'espaces de fiction ou peuvent renvoyer à des univers de fiction, et d'autres euh, pourraient être réalisés et sont des espèces de projections pour le spectateur voilà, qui effectivement peut les vivre quand elles sont construites à leur échelle. Mais est-ce que dans comment dire, avec ces séries de maquettes, de projets, quelle est l'intention, comment est-ce qu'on pourrait euh, parler de l'intention pour le spectateur? C'est-à-dire, est-ce que l'idée, c'est de partager avec lui le pouvoir de détourner ses œuvres, de ne pas respecter effectivement la règle qu'elle semble imposer, de le dérouter avec des chemins impossibles? Il y a une idée d'adresse, effectivement, de prise de pouvoir et d'émancipation face à des systèmes qui pourraient être coercitifs, effectivement. Et par exemple, cette série-là qui joue vraiment sur l'idée d'empêchement, parce que le point de rencontre, c'est vraiment la négation de la rencontre, puisque les architectures pensées en vue d'un déplacement particulier sont pensées en vue d'un déplacement particulier, mais où la rencontre est impossible. Et ce qui est formalisé par les parois, les grilles qui empêchent de passer d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est sous forme de projet d'architecture. Donc il y a une sorte de projection mentale qui se fait, mais c'est des projets qui pourraient potentiellement être réalisés. Et là, il y aurait effectivement le rapport physique euh, Mm. serait beaucoup plus. Là, la possibilité dans cette série-là, la possibilité de trouver une émancipation est moins évidente, mais dans d'autres, elle est plus. Et en fait, mes projets comme ça va jusqu'à questionner aussi l'institution, l'espace public, Mm. l'idée aussi de la commande publique, parce que là, par exemple, cette pièce ici est une sorte de schéma pour une sorte de 1% ou de commande publique que je me suis autocommandé pour un bâtiment institutionnel, pour pouvoir comme ça avoir des structures qui nous permettraient de faire le tour, de tourner autour de ce bâtiment. Donc voilà, ça pose ces questions de qu'est-ce que l'espace public, il y a une idée d'absurde aussi, parce que là on tourne en rond. Enfin, il y a beaucoup de pièces où Oui, on a- on dirait qu'il y a un peu d'ironie, c'est-à-dire qu'on pourrait le comprendre comme comment l'espace public est partagé en réalité avec les usagers, avec les spectateurs d'une œuvre. En fait, il y a un peu ces questions dans ces chemins qui se croisent et qui empêchent en même temps ouais, mais en même temps, d'atteindre le cœur. Oui. oui, et en même temps, on pourrait aussi voir le cœur comme un noyau d'un atome autour duquel tout gravite. Donc il y a pas de, il y a une sorte d'ambivalence et d'ambiguïté un peu laissée attentionnellement, on va dire, pour Mhm. pouvoir. Parce qu'en fait, là, par exemple, ça va jusqu'à faire un wall drawing de ce schéma-là. Donc il y a ça devient presque une sorte qui est visible en ce moment d'ailleurs à la galerie Éric Mouchet, mais comment dire? Ça devient presque une sorte de signe en fait, et de choses où en fait comment dire? La projection mentale opère, mais à différents niveaux, on va dire, autant au niveau presque symbolique que potentiellement physique. D'accord. Bon. Donc, je crois qu'on est presque arrivé au terme du temps dont nous disposons. Alors, pour finir,
les images du projet excentrique, d'un Voilà. projet excentrique, proposition d'aménagement pour un bâtiment institutionnel, un autre. Et donc, tu le disais, effectivement, ces dessins, en tout cas ceux de la série précédente, sont exposés en ce moment dans une exposition collective à Paris. Et on perçoit à la fois l'humour qui traverse ces propositions et aussi une, une certaine, comment dire, noirceur. Il y a quelque chose de très ambigu, moi je trouve, et on n'aura pas le temps d'en discuter, mais j'invite ceux qui s'intéressent à ton travail à lire avec attention les titres des œuvres, parce que c'est souvent des indicateurs aussi qui, qui Oui, marquent cette ambiguïté et voilà, qui prolongent la réflexion. ouais, ouais. Le rapport aux mots et au texte est assez important, dans mon boulot et j'utilise souvent des mots pour, je dirais pas jusqu'au jeu de mots, mais pour différentes entrées qu'ils peuvent avoir. Donc il faut lire ça comme des trucs avec différentes couches, on va dire. Donc par exemple, effectivement, le 9 passages connectés pour un mouvement révolutionnaire. Il y a X entrées en fait. Mm. Effectivement, une entrée ironique, une entrée, presque, défaitiste, et en même temps, c'est aussi les couleurs de l'arc-en-ciel, plus le marron, donc c'est aussi, comment créer du commun, Mm. comment penser l'espace public, comment penser l'espace commun, comment penser en fait, l'ensemble de la série, de cette série-là, par exemple, s'appelle modèle institutionnel. Mais modèle comme le modèle réduit, la maquette, ou le schéma, le modèle comme le modèle de pensée aussi. Mm. Donc, donc voilà, quel modèle institutionnel, ou est-ce que c'est une maquette pour une institution? Enfin voilà. Et l'institution, il n'y a pas de. C'est pris au sens large aussi, c'est-à-dire que une galerie d'art est en soi une institution qui va faire que des œuvres d'art sont vues en tant que telles, ou même Mm. pour la performance, c'est-à-dire un geste devient performatif à partir du moment où il est dans un cadre institutionnalisé pour qu'on reconnaisse ce geste en tant qu'un geste de performance. Et ces petites interstices-là m'intéressent beaucoup, en fait, puis de réfléchir, et puis j'ai pas de, il n'y a pas de, je donne pas de leçon, enfin, il n'y a pas de leçon à donner, c'est plutôt, voilà, c'était la conversation et la possibilité de s'emparer de mes projets pour en faire un peu presque, pour cogiter avec, on va dire. Mm. Enfin voilà, moi Oui, c'est une invitation, voilà, à la réflexion, au dialogue avec le public, avec le spectateur, hein. Ça, je crois qu'on l'a vu ouais. dans les autres propositions. Mmh. Et, et effectivement, la transmission des œuvres. Alors, je crois Voilà. on est au bout, c'est ça? Oui. Bah, Peut-être écoutez, qu'on va repasser la parole à Sylvie. oui, merci beaucoup à tous les deux pour cette plongée dans ton travail et comme vous le disiez, voilà, la possibilité de poursuivre à la galerie Éric Mouchet, puisque tu participes à une exposition collective jusqu'au 9 octobre dans le 6e arrondissement.